Merci d'être avec nous. Nous sommes le lundi 5 novembre 2018. C'est l'heure du JT. Voici les titres. Séance publique agitée ce matin au Conseil départemental à Annecy. Au programme, le débat d'orientation budgétaire 2019. L'actualité s'est invitée avec les opposants au projet du désenclavement du Chablais et la fusion des départements savoyards. Nous ferons le point complet. Une initiative intéressante et solidaire à découvrir ensuite. La colocation intergénérationnelle propose de loger des étudiants à coût réduit tout en maintenant à domicile les personnes âgées. Une formule gagnant-gagnant expérimentée à Chambéry. Nous le verrons. Ils étaient donc... Non, Sébastien, c'est à toi de parler. Tu l'as dit, Fanette, une séance publique agitée ce matin au département. Oui, ils étaient en effet une vingtaine ce matin à s'être rassemblés à l'occasion du débat d'orientation budgétaire du département de Haute-Savoie. Le collectif ACPA, pour Association de concertation et de proposition pour l'aménagement et les transports, prône un arrêt pur et simple du projet d'autoroute Machilly-Thonon qui vise à désenclaver le Chablais. Une présence qui, si elle n'a pas eu beaucoup d'impact, puisque la déclaration du TT public s'est terminée fin juillet, a toutefois permis aux membres de l'association de discuter avec les élus. On écoute Elisabeth Charmeau, secrétaire de l'association, au micro d'Emmanuel Jaude. Le message qu'on voulait faire passer, c'est que si des fois parmi les élus il y avait eu des opposants au projet, qu'on était là pour les soutenir, et on espère que petit à petit, à force d'argumenter, on arrivera à convaincre des élus qu'il faut qu'ils arrêtent avec ce projet absurde qui date du siècle dernier. Alors on était là comme en présence silencieuse, puisqu'on n'a pas le droit de s'exprimer, mais simplement on avait nos t-shirts, nos projets d'autoroute. Donc non, c'est pas du tout senti, entendu. La preuve, c'est que l'autoroute était mentionnée page 25 et page 24 à la lecture du document. La personne qui lisait le document a dit « bon, on va passer directement à la page 27 » pour éviter justement peut-être qu'on fasse du bruit ou qu'on perturbe l'Assemblée, ce qui n'était pas du tout dans nos intentions. On voulait manifester silencieusement. Malgré cette mobilisation, le débat d'orientation budgétaire s'est tenu comme prévu. Au cours des 10 prochaines années, le département de Haute-Savoie prévoit d'investir près de 3 milliards d'euros sur différents grands chantiers. Des dépenses qu'il faut anticiper, c'est notamment l'une des grandes missions de ces débats d'orientation budgétaire. Les élus doivent aussi prévoir une réforme des fiscalités locales qui devrait se mettre en place dans les prochains mois. On fait le point avec Emmanuel Jaude. Comme chaque année à cette période, les hautes sphères du département se sont donc rassemblées pour évoquer le budget. Il s'agissait en un premier temps de clore les finances 2018 via la deuxième décision modificative. Un exercice porté à 1 milliard d'euros de dépenses réelles, mais qui a toutefois été diminué de 8,8 millions d'euros en raison de reports d'investissement sur les années ultérieures. Mais ce lundi matin était également l'occasion de lancer le débat d'orientation budgétaire pour 2019. Une année qui, malgré l'anticipation, reste très floue. En effet, le gouvernement souhaite très prochainement refondre la fiscalité locale. C'est en tout cas l'objet du rapport Richard Bur présenté en mai dernier au Premier ministre. Modification de la taxe sur le foncier bâti, modification sur les droits de mutation à titre onéreux, ce sont des recettes pour les départements qui pourraient peut-être disparaître ou être compensées. Donc on est dans une disposition qu'on n'aime pas du tout, celle de l'attentisme. Voilà, a priori, pour le budget 2019, il n'y aurait pas de décision prise par l'État immédiatement. Enfin, il serait temps qu'ils fassent leur choix quand même. On est au mois de décembre, on va voter le budget le 10 décembre pour 2019. Donc on aimerait savoir les règles que l'État impose aux collectivités et aux départements en particulier. Pourtant, malgré cela, la fiscalité directe n'augmentera pas. Il s'agit là d'une des priorités des élus, tout comme la poursuite du désendettement du département, qui atteint cette année un niveau historiquement bas et permet donc de préparer sereinement les futurs grands projets aux Savoyards. Et si vous voulez, vous avez vu 200 millions de désendettement en prévision des gros projets, qu'ils soient sur Annecy, bien entendu, que sur le Chablais, le désenclavement, subvention d'équilibre, sur la vallée de l'Arve aussi, il y a des grands travaux qui sont en cours. Eh bien, tout ça, nous avons, je dirais, la capacité pour réaliser sans problème tous ces travaux dus justement à cette politique qui a été de faire en sorte de se muscler pour affronter ces dépenses futures.
À noter également une aide exceptionnelle allouée au département de l'Aude, touché par des inondations au mois d'octobre dernier et qui devrait donc bénéficier d'une enveloppe de 50 000 € au titre de devoir de solidarité. Et juste avant cette séance publique, les élus s'étaient réunis en session privée. L'objectif, se positionner sur une éventuelle fusion des départements de la Savoie et de la Haute-Savoie, à l'image du Haut et du Bas-Rhin, qui se sont regroupés en un super département il y a quelques jours à peine. Les deux départements vont effectivement fusionner en une même collectivité européenne d'Alsace, tout en restant intégrés à la grande région Grand Est. Un modèle qui n'a pas tout de suite séduit les élus de Haute-Savoie. On écoute le président du département. Nos deux assemblées ne sont pas complètement raccord, pour prendre un terme un peu à la mode sur le sujet. Il faut encore travailler. Nous allons rencontrer la ministre Jacqueline Gouraud dans un mois environ pour comprendre ce qui s'est passé en Alsace. Est-ce qu'on peut s'inspirer ou pas? Pour l'instant, ce matin, nous avions une séance privée sur le sujet. Nous avons consacré près d'1 heure à échanger sur ce sujet, sur la base de documents qui ont été produits par la Savoie et la Haute-Savoie dans le cadre du Conseil Savoie-Mont-Blanc. Bon, on ne peut pas dire qu'il y ait une euphorie dans les rangs des conseillers départementaux en Haute-Savoie. Et moi, je dois faire avec une assemblée, favoriser l'échange, parler de projets, comparer les chiffres. C'est un sujet qui va prendre du temps. Hervé Guémard nous indique que l'Assemblée départementale en Savoie est assez prête finalement à s'engager. Moi, je ne ressens pas le même empressement ici. Et, il faut qu'on continue à échanger. Nous avons la rencontre avec la ministre, une réunion de bureau du Conseil Savoie-Mont-Blanc. Dans 1 mois environ, nous évoquerons le sujet. Nous en reparlerons l'an prochain à l'occasion du budget. Voilà, il faut y aller pas à pas. Un mot sur les intempéries qui ont frappé la région au printemps. Des orages intenses ont effectivement touché la Haute-Savoie du 31 mai au 8 juin dernier. Ils ont provoqué de fortes inondations et des coulées de boue impactant habitations, entreprises et collectivités. On l'a appris aujourd'hui, la commune de Chaumont a fait l'objet d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour ces inondations et coulées de boue. Les personnes de cette commune sinistrée sont donc invitées, si cela n'a pas déjà été fait, à déclarer les dommages subis à leur compagnie d'assurance. Elles ont jusqu'au 13 novembre prochain. Parlons sécurité maintenant. Chaque année, le passage à l'heure d'hiver provoque une hausse des accidents avec une augmentation de près de 50% des accidents de piétons pour la seule tranche horaire 17-19 heures. En cause, la baisse de luminosité entraînant un véritable problème de visibilité. Une problématique que l'on retrouve aussi pour les vélos. Vendredi dernier, à Annecy, les membres de l'association Roule & Co arrêtaient les cyclistes non éclairés. Ce soir-là, ils ont distribué 60 kits d'éclairage comprenant lumière avant et arrière. Cette campagne de sensibilisation a lieu tous les ans au moment du changement d'heure. L'objectif, expliquer aux cyclistes l'intérêt d'être vus la nuit. On écoute Alvine Bissery, la coordinatrice, au micro de Juliette Vincent-Seigné. Nous, on relaie une campagne de sensibilisation qui est organisée par la FUB, qui est la Fédération des usagers de la bicyclette. L'idée, c'est de montrer aux cyclistes qu'il faut être éclairé, surtout la nuit, surtout maintenant qu'il fait nuit beaucoup plus tôt, et que si on n'est pas éclairé, on n'est pas vu par les voitures, et donc c'est extrêmement dangereux. Sans parler du fait qu'on est verbalisable, mais ça c'est quand même moins grave, mais c'est vraiment qu'il faut avoir une lumière à l'avant, une lumière à l'arrière, des catadiopes pour vraiment pouvoir être vu la nuit et circuler en vélo la nuit. Donc c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte quand on est cycliste qu'on n'est pas vu. On pense que la lumière, les réverbères suffisent, mais en fait pas du tout. C'est une très belle opération qui mérite d'être soulignée par son initiative et par les fournisseurs qui l'alimentent dans les magasins. Donc c'est très bien, surtout à l'approche de l'automne où la luminosité baisse et on ne se rend pas compte du danger que l'on crée ou que l'on porte soi-même en circulant sans lumière. Une formule gagnant-gagnant qui pourrait bien se développer. C'est une colocation solidaire et intergénérationnelle. C'est l'objectif du dispositif Un toit, 2 générations mis en place par l'association Régie Coup de pouce à Chambéry. 2 jeunes étudiants habitent dans une résidence du quartier du Biolay avec une dizaine de seniors. Le bailleur, Cristal Habitat, fournit le logement gratuitement aux 2 jeunes et ces derniers ne payent que les charges. En échange, ils doivent s'occuper des résidents au minimum 1 heure par jour. Un moyen de lutter contre l'isolement des personnes âgées. Juliette Vincent-Seigné est allée voir sur place. Depuis septembre 2018, Nagarage et Elodie forment une colocation un peu particulière. Les 2 étudiants cohabitent avec des dizaines de seniors. Ils disposent d'un T3 que le bailleur Cristal Habitat met à leur disposition gratuitement. En échange, ils doivent donner de leur présence bienveillante. Créer du lien social intergénérationnel, du lien de proximité avec les résidents. Et l'objectif, c'est vraiment de permettre un mieux vivre
au quotidien des personnes. Question organisation, les 2 étudiants sont rodés. À chaque étage de la résidence, Nagaraj et Elodie accrochent toutes les semaines leur emploi du temps. Les seniors peuvent donc savoir à quel moment de la journée ils peuvent les solliciter. On s'arrange pour se répartir nos temps de libre. Donc des fois, lui, c'est le matin qu'il est plus disponible pour aller voir les seniors. Et puis moi, c'est plus l'après-midi ou inversement, dépendant des jours. Donc on se répartit les tâches. En fait, on n'est pas forcément disponible les mêmes heures durant la journée, ce qui nous permet de voir chacun différentes personnes au cours de la journée. En fait, j'aime bien discuter avec eux parce que ça enrichit ma langue. Et deuxièmement, j'aime bien les expliquer des choses qu'eux, ils ne connaissent pas. Par exemple, dans des informatiques. Parce qu'on sait tous que les personnes âgées, ils ne sont pas très technologiques. Du coup, je suis là pour les aider. Les étudiants doivent donner au minimum 1 heure de leur temps par jour. Les services sont divers. Les jeunes accompagnent les seniors à des petits concerts ou à des cours de dessin. Nagaraj et Elodie n'hésitent pas non plus à partager leur culture culinaire avec les seniors. Au menu de ce mercredi, poulet au curry façon mauricienne et chicken gravy à l'indienne. C'est un plat indien. J'ai fait du chicken gravy. C'est une sorte de poulet avec mais sec. Les jeunes sont aux petits soins avec leurs seniors. Et ce n'est pas Madame Georges, leur voisine du 3e étage, qui dira le contraire. Cette retraitée voit la présence de ces 2 jeunes dans la résidence comme une immense chance. On échange des recettes et puis aussi, ils nous permettent à 2 autres dames de la montée d'aller voir un spectacle au Café Violet le soir à 20h parce qu'on a peur et avec eux, on est rassurés. Voilà, c'est nos gardes du corps. La cohabitation intergénérationnelle est prévue jusqu'à la fin de l'année scolaire en août 2019. Si tout se passe bien, la convention pourra être renouvelée l'année d'après. C'est un habitué de Bonlieu Scène Nationale, le metteur en scène Pascal Rambert est de retour à Annecy pour sa dernière pièce, Sœurs, sur scène. Marina Hans et Audrey Bonnet, toujours sous la direction de Pascal Rambert, elles étaient déjà réunies dans Actrices que le public annécien a découvert l'année dernière. Les comédiennes, vous le voyez sur ces images, répètent depuis plusieurs jours à Bonlieu. Toutes les 2 ont été nommées aux Molières pour leur interprétation dans Actrices, la première en tant que meilleure comédienne, la seconde pour le meilleur second rôle. Sachez que 3 représentations de Sœurs sont prévues cette semaine, mardi, mercredi et jeudi. Il reste quelques places chaque soir à 20h30 et jeudi à 19h. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe pour sa préparation. Merci à vous de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. Seb, je te laisse conclure. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Victoria Lopez pour le JT. Bonne soirée.